Bonjour, bonsoir, hello. Depuis quelques semaines, je vois de l'agitation sur les réseaux sociaux autour de l'éducation sexuelle faite aux enfants à l'école. Tout de suite après le générique, la discussion. Bienvenue dans Paroles sans tabou, c'est Naomi, votre hôte dans ce podcast. Pour plus d'infos me concernant, il y a l'épisode 1 intitulé Santé. Je profite pour vous encourager à écouter cette vidéo jusqu'au bout avant de vous faire un avis. Et étant curieuse comme je suis, n'hésitez pas à partager votre avis avec moi dans la section commentaires. En passant, n'oubliez pas le bouton j'aime. En parlant d'agitation, bien, cette agitation au sein de la sphère francophone de réseaux sociaux tels que TikTok a pris son départ quand, en Belgique, les autorités responsables de l'enseignement ont décidé de structurer les cours de prévention sexuelle à l'enfance. Il faut savoir que ces cours ont toujours existé dans le contexte scolaire, mais étaient organisés au bon vouloir des écoles avec des volontaires du secteur de santé tels que des infirmières scolaires, des sages-femmes, des docteurs, des bénévoles. Bref, ça partait un peu dans tous les sens. Mais en Belgique, ils ont décidé d'uniformiser l'enseignement qui y serait donné et de centraliser les idées transmises aux enfants en fonction de leur âge et catégorie. C'est ainsi qu'un manuel a vu le jour avec les sujets à aborder et les méthodes à utiliser pour aborder ce sujet. Ainsi, tout le monde reçoit la même information. Les médias et les autorités belges précisent que ces sessions d'enseignement seront données uniquement aux enfants âgés de 12 à 14 ans. Et c'est comme ça que le guide EVRAS, qui est l'acronyme pour Guide de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, a vu le jour. D'ailleurs, voici ce que nous apprend le site dédié à l'EVRAS. Je cite totalement ce qui est écrit en introduction. Depuis le 12 juillet 2012, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle fait partie des missions de l'enseignement obligatoire. C'est une étape importante car elle constitue une reconnaissance officielle de la nécessité d'intégrer l'EVRAS tout au long de la scolarité. Du coup, il y a un protocole d'accord qui a été signé en juin 2013. Je continue la citation. Ce protocole précise que la mise en œuvre de l'EVRAS en milieu scolaire vise à 1. Promouvoir le libre choix, le respect, la responsabilité envers l'autre et soi-même et l'égalité dans les relations amoureuses et les pratiques sexuelles des jeunes. 2. Permettre aux enfants et aux jeunes de construire, parallèlement à leur développement psycho-affectif, des compétences personnelles en vue de leur permettre de poser des choix responsables. 3. Prévenir la violence dans les relations amoureuses et sur un plan plus général dans les relations entre filles et garçons. 4. Déconstruire les stéréotypes sexistes et homophobes. 5. Prévenir les grossesses non désirées. 6. Réduire les infections sexuellement transmises, dont le virus du sida et le virus du papillome humain. Je tiens à préciser qu'il y a un épisode de cette chaîne dédié aux infections sexuellement transmissibles. Et la citation continue comme suite. Donc, réduire les infections sexuellement transmises, dont le virus du sida et le virus du papillome humain, notamment par l'information sur les moyens de protection. En dernière partie, il consacre donc aussi l'importance d'élargir le cadre de l'éducation sexuelle pour inclure aspects sociaux, relationnels et familiaux dans la ligne des recommandations de l'UNESCO. Fin de citation du site officiel de l'EVRAS. Du coup, je me suis demandé, mais d'où vient la polémique exactement ? Et beaucoup pointent du doigt le contenu du manuel EVRAS. Et vous vous doutez que j'ai fouiné jusqu'à me trouver un de ces manuels pour voir de mes propres yeux les points épineux abordés par des pédopsychiatres, directeurs, directrices d'école et naturellement des parents. Tout d'abord, je me suis rendu compte que ce manuel commence à l'âge de 5 ans. Donc en principe, l'enseignement scolaire de l'EVRAS est prévu pour commencer dans la scolarité d'un enfant de 5 ans jusqu'à la fin 18 ans. Mais le gouvernement belge souhaite rendre obligatoire la partie dédiée aux enfants de l'âge de 12 à 14 ans. Je vous présente un échantillon de quelques passages pointés comme étant problématiques. Par exemple, dans la partie dédiée aux enfants de 5 à 8 ans, on lit ceci. L'enfant va connaître ses premiers amours. C'est pourquoi il est intéressant de découvrir et expliquer aux enfants ces notions de sentiments amoureux, de séduction, etc. Les enfants se procurent du plaisir par l'autostimulation très tôt. Comprendre les sensations agréables et désagréables, c'est-à-dire, entre guillemets, gestes ou zones érogènes, etc.,
guillemets fermés, pour aider les enfants à exprimer leurs envies, besoins et limites et à comprendre leurs sensations de plaisir. Dans la partie dédiée aux enfants âgés de 5 à 8 ans, on lit entre autres ceci: l'enfant va connaître ses premiers amours enfantins, c'est pourquoi il est intéressant de découvrir et expliquer aux enfants ces notions de sentiments amoureux, de séduction, etc. Un autre point, les enfants se procurent du plaisir par l'autostimulation très tôt. Comprendre les sensations agréables et désagréables, entre guillemets gestes ou zones érogènes, etc., on referme la guillemets, pourra aider les enfants à exprimer leurs envies, besoins et limites et à comprendre leurs sensations de plaisir. Un autre exemple, dans la partie qui concerne les jeunes de 12 à 14 ans, on lit: c'est vers l'âge de 13-14 ans que la majorité des jeunes flirtent de manière régulière sur Internet via les réseaux sociaux, des applications et discutent au sujet de thématiques de vie relationnelle, affective et sexuelle avec des adolescents du même âge. Dans la continuité des éléments préalablement mentionnés, les jeunes de cet âge devront être capables d'analyser de manière critique les sources d'informations et d'identifier les différentes technologies existantes. Cela comprend les différentes pornographies et l'influence qu'elles peuvent avoir sur leur sexualité. Je précise que c'est un échantillon de quelques passages. D'autres sujets sont abordés tels que la question du choix des genres, donc guider l'enfant dans le choix de son genre féminin, masculin ou autre, les violences intrafamiliales, le respect des différences, l'homosexualité, les notions de base en santé sexuelle et reproductive ou par exemple encore la transidentité. Vous comprenez donc que les sujets abordés sont très variés. D'où mon conseil de prendre l'initiative de lire ce carnet et de s'y intéresser. C'est une polémique en réalité qui nous concerne tous, que l'on ait des enfants ou non. Vous serez d'accord avec moi pour dire que les enfants d'hier sont devenus les adultes d'aujourd'hui. Et le cycle va continuer puisque les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Alors pour nous qui vivons ces changements, dans quelle société voulons-nous vieillir ou coexister avec ces adultes de demain? La vérité sur laquelle on peut tous tomber d'accord, c'est que à mon sens, le vrai débat se concentre sur le tabou qu'est la sexualité en fonction du contexte de chacun, contexte culturel, contexte religieux, etc. Doit-on parler de sexualité aux enfants et à quel âge? La grande question. Ici est venue la partie où je donne mon point de vue professionnel et mon expérience en la matière. Tout d'abord, sachez que j'ai eu à donner des cours d'éducation sexuelle à des enfants de plus ou moins 12 ans pendant mes études et stages de sage-femme. Parce que donner des informations adaptées est une des nombreuses compétences que je devais acquérir pour ainsi avoir le diplôme de sage-femme. Et pour continuer à donner un contexte, j'ai eu à donner ces cours dans 2 pays, 2 contextes totalement différents. Un des pays était un pays chrétien laïque, l'autre pays était un pays majoritairement musulman. Ces détails, je tenais à les partager avec vous pour vous donner la preuve que ces 2 sujets sont tout à fait conciliables. Alors oui, je vais arrêter de tourner autour du pot. Je suis pour l'éducation sexuelle des enfants, mais pas comme l'Evras le présente. Ne nous voilons pas la face, l'éducation sexuelle est nécessaire de nos jours plus qu'avant. La sexualité est pour moi un aspect à part entier de la santé physique, de la santé mentale, de la santé sociale. Un exemple concret, il n'y a qu'à voir les scandales de pédophilie liés aux religions. Des générations entières d'adultes qui n'ont pas pu s'exprimer en tant qu'enfants sur les sévices qu'ils vivaient, car bien souvent il y avait la peur de la réaction des parents, de l'entourage et du coupable qui était là. Sans compter le poids du silence autour du thème qu'est la sexualité. C'est avant tout aux parents de donner cette éducation et cela dès que l'enfant comprend ce que sont les parties de son corps. Je m'explique. C'est de l'éducation sexuelle que d'apprendre à un enfant que ses parties intimes lui appartiennent et expliquer que personne ne peut les toucher, peu importe le lien. Chacun le dira en ces termes, mais vous avez compris mon idée. Expliquer à un enfant que si cela se produit, vous, au-delà d'être un adulte apparenté, vous êtes sa personne de confiance à qui il peut tout dire sans avoir à craindre votre réaction. D'ailleurs, êtes-vous la personne de confiance de votre enfant ? Aussi, il est important d'apprendre aux enfants ce qu'est la base de la sexualité saine. C'est faire en sorte que d'autres n'aient pas à le faire et cela de manière parfois peu conventionnelle. Parce que franchement, si les écoles décident de prendre cela en main, c'est qu'il y a eu une faille quelque part du côté des familles.
ce qui se manifeste chez les adultes aujourd'hui. À mon sens, c'est dommage que l'école n'organise pas des sessions de discussion en présence des parents. Ainsi, les parents participent et les discussions ne se font pas, comme pour ainsi dire, derrière le dos. C'est une notion d'éducation sexuelle que d'ouvrir la discussion avec des mineurs en présence de leur personne de confiance. Je vais même plus loin. Il est important d'apprendre aux enfants qu'aucun adulte qui leur veut du bien ne fera avec eux des choses qu'ils doivent garder secrètes. Pour les plus curieux d'entre vous, personnellement, quand j'ai eu à donner ces cours, je me souviens avoir abordé des notions de base de la reproduction, de la sexualité, le principe aussi des IST, infections sexuellement transmissibles, la puberté et les bons réflexes à avoir. Donc l'information était adaptée aux besoins et questions que se posaient ces jeunes. Tout cela pour éviter d'influencer les jeunes dans des sujets qui ne sont pas de leur âge développemental. Le danger qu'on retrouve dans ce manuel et qui est systématiquement pointé du doigt par les professionnels de la petite enfance. Tabou ou non, l'éducation sexuelle ne doit pas être repoussée au maximum dans les familles. Ce luxe, à l'heure actuelle, n'y est plus. Peu importe votre culture, votre religion, votre identification, bon bref, on se comprend. On peut se dire qu'on vit une époque où ce qui ne se fait pas à la maison sera pris en charge par quelqu'un d'autre. Le seul souci, c'est que la nature de cette prise en charge peut varier et impacter de manière indélébile l'enfant. À titre d'exemple, ce sera peut-être le camarade de classe avec son téléphone qui est tombé sur des images de films d'adultes, le membre de famille douteux. Dans le meilleur, entre guillemets, des cas, l'école. Pour moi, une chose est claire, l'EVRAS et les réactions qu'elle éveille sont un exemple parfait du besoin tacite de briser les tabous pour améliorer la communication dans notre société qui est diverse. Je vous laisse avec cette citation, la connaissance est le début de l'action. L'action, l'accomplissement de la connaissance.